gouvernance du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Mesdames et Messieurs, chers amis journalistes, la tribune de ce jour que j'ai l'honneur d'animer dans le cadre des rendez-vous du RHDP a justement pour objectif de vous présenter cette Côte d'Ivoire stable et épanouie avec le RHDP. Cette Côte d'Ivoire qui avance à pas de géant comme un éléphant sur une belle et merveilleuse trajectoire de développement à l'image des magnifiques autoroutes, édifices et infrastructures qui sortent de terre de partout, aux quatre coins du pays, grâce à un homme de vision, le président Alassane Ouattara. Mesdames et Messieurs les journalistes, d'où venons-nous? Où allons-nous? Où en sommes-nous? Et comment en sommes-nous arrivés là? Quels ont été les éléments déclencheurs des grands succès de la gouvernance Ouattara? L'insécurité maîtrisée, la stabilité retrouvée, la paix et la cohésion sociale renforcées. Il est indéniable, au regard du climat politique qui prévalait au moment de son accession au pouvoir, que la lutte contre l'insécurité a été l'un des plus grands succès du président Alassane Ouattara. Un contexte de sortie de crise avec des armes de tout calibre aux mains de groupes armés hostiles et actifs. Un système de défense et de sécurité totalement affaissé. Une armée à reconstruire autour de valeurs nouvelles. Des infrastructures de sécurité à rétablir. Un système judiciaire à remettre sur pied. Les défis étaient immenses. Et pourtant, c'est cette prouesse que le président Alassane Ouattara a réussi à réaliser, et si bien réalisé qu'après une décennie, la Côte d'Ivoire rivalise avec des nations européennes en termes d'indices de sécurité. Aujourd'hui, toutes les horreurs des crises passées sont devenues de lointains souvenirs pour les Ivoiriens. Les populations vivent en toute tranquillité et vaquent à leurs occupations quotidiennes sans se faire de soucis pour leur sécurité. Le pays est redevenu sûr et fréquentable pour tous. La paix règne en dépit d'un contexte sous-régional marqué par de nombreuses et nouvelles formes de menaces sécuritaires. La cohésion sociale est une réalité. La stabilité politique est assurée et le pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, inspire à nouveau confiance. La Côte d'Ivoire s'est même payé le luxe d'organiser la meilleure CAN de tous les temps sans le moindre incident. Le pays du président Alassane Ouattara est aussi une référence en matière de développement économique inclusif. Un développement économique inclusif fulgurant et également important de souligner. S'il est un domaine où la Côte d'Ivoire arrache l'unanimité des observateurs les plus avertis et de bonne foi, c'est sans contexte sur ses performances économiques remarquables. Croissance économique positive et soutenue, même durant la période du Covid, où l'économie mondiale était en récession, des projets structurants, des infrastructures économiques modernes et majeures pour insuffler un dynamisme nouveau à toute l'économie nationale. La réhabilitation et la construction de nouvelles routes, autoroutes, ponts,
et échangeurs ultramodernes d'infrastructures énergétiques. Des investissements massifs ont été également enregistrés dans les domaines agricoles, de l'industrie, du tourisme, des services, afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. L'épanouissement social et humain, un enjeu pour le RHDP. Le président Alassane Ouattara tient à la santé des populations et à l'éducation des jeunes, comme à la prunelle de ses yeux. Des investissements publics colossaux ont été ainsi consentis dans la réhabilitation, dans la modernisation et surtout dans le renforcement des infrastructures sanitaires, scolaires et universitaires. La vision du chef de l'État est de permettre aux Ivoiriens de disposer d'un centre de santé de premier contact à 5 km de chaque village. Tous les hôpitaux régionaux ont été réhabilités et ont vu leur plateau technique relevé afin d'offrir une meilleure qualité de soins aux patients. De nouveaux CHU ont été construits. Une assurance maladie universelle très abordable a été mise en place et est devenue opérationnelle depuis quelques années pour toutes les populations sans exclusive. Mieux, l'État a rendu cette couverture sociale totalement gratuite pour certaines franges de la population, notamment les producteurs de café et de cacao. Le secteur de l'éducation-formation n'est pas en reste. Les défis ici également sont nombreux parce que des investissements qui devraient être faits depuis des années pour mettre en adéquation l'offre et les besoins réels d'une population d'apprenants en croissance soutenue avec les capacités d'accueil des élèves n'ont pas été faits avant l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, ce qui a conduit à des déficits pléthoriques dans certaines régions où l'on pouvait avoir des classes de plus de 100 élèves. Ce sont ces problèmes qui ont été corrigés ou qui sont en cours de l'être grâce au président Alassane Ouattara. En moins de 15 ans, la Côte d'Ivoire n'a jamais autant investi qu'au cours des dernières années. Les chiffres sont disponibles, mais ce n'est pas tout. Et nous avons eu l'occasion de les présenter ici. À l'endroit des fonctionnaires et agents de l'État, le président Ouattara a beaucoup fait pour leur permettre de bénéficier des fruits de la croissance et de la prospérité retrouvée. C'est en effet le président Alassane Ouattara qui a fait sauter le boulon qui bloquait les salaires des fonctionnaires depuis plus de 30 ans et qui rendait impossible tout avancement. C'est également lui qui a octroyé une hausse significative et générale de salaire à tous les fonctionnaires, ainsi qu'une augmentation et une généralisation des primes diverses. La cerise sur le gâteau, c'est la gratification de fin d'année pour tous les fonctionnaires, le 13e mois. Même les retraités n'ont pas été oubliés, puisqu'il leur a été octroyé des primes annuelles. Autant de mesures qui ont valu au président Alassane Ouattara le surnom de champion social, champion du social. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes et professionnels des médias, dois-je vous entretenir du programme social du gouvernement, de la politique d'emploi jeune? Les chantiers sont vraiment immenses. Et la particularité avec le président Alassane Ouattara, c'est qu'il met en œuvre tous ces chantiers en même temps et se donne les moyens d'assurer lui-même le suivi et l'exécution des infrastructures jusqu'à leur achèvement et à leur livraison.
la Côte d'Ivoire un avenir sûr et serein avec le RHDP. Notre propos de ce jour n'a pas la prétention de vous exposer, mesdames et messieurs, le bilan exhaustif de l'action du président de la République et du RHDP à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Il serait trop prétentieux de vouloir restituer un bilan aussi dense en l'espace d'1 heure et demie. Notre ambition est donc de vous démontrer que notre pays est stable, qu'il assure la paix et la sécurité de tous les citoyens dans un contexte sous-régional et mondial où la paix n'est plus la chose la mieux partagée. En dépit de ces acquis, la Côte d'Ivoire continue d'investir pour renforcer la sécurité des Ivoiriens. Mieux, le président Alassane Ouattara ne ménage aucun effort pour offrir des opportunités nouvelles à tous, pour favoriser l'épanouissement de tous et assurer le rayonnement diplomatique et international du pays. La Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, est un pays stable où il fait bon vivre. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci, Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP. Chers amis de la presse nationale et internationale, chers amis professionnels des médias, nous voici à l'étape des échanges avec vous et les porte-paroles. Vous connaissez le principe. Nous irons sur des questions, nous irons sur 5 questions, prioritairement tournées vers les propos liminaires qui ont été tenus par le porte-parole principal. Et donc, je vais laisser le soin. D'accord, je ne vois pas, il y a des caméras devant. Est-ce qu'il y a une main? D'accord. Vous vous levez, vous vous présentez, vous posez votre question, s'il vous plaît. Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP, je suis Yapi Koulibaly, journaliste émérite au quotidien Le Jour Plus, 19 ans de métier. Émérite. Monsieur le porte-parole principal, les évêques de Côte d'Ivoire ont appelé récemment à une élection inclusive, souhaitant ainsi la participation de tous les acteurs politiques à l'élection présidentielle du samedi 25 octobre prochain. Avez-vous un commentaire à faire sur cette énième sortie de l'épiscopat ivoirien sur les sujets d'ordre purement politique? Puis, monsieur le ministre, votre régime, votre gouvernement vient de fixer le prix du kilogramme du cacao à 2200 francs CFA. Ce prix court jusqu'à quand? Merci. Merci, monsieur Yapi. Bonsoir, monsieur le ministre. Je me nomme Fulbert Yao. Je suis du site L'Info Express. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec attention ce que vous avez dit sur le progrès réalisé depuis que le chef de l'État est au pouvoir. Mais il y a le président du PDCI qui dit autre chose. Nous l'avons écouté récemment sur TV5 et il estime que d'une part l'espérance de vie en Côte d'Ivoire est au rabais par rapport au Sénégal. Il parle de 50 ans pour les Ivoiriens, une soixantaine d'années pour les Sénégalais. Il évoque même 250 morts par jour, que les Ivoiriens sont fatigués d'aller à l'Ivosept, ainsi de suite. Monsieur le ministre, que répondez-vous parce que vous dites une chose, lui aussi, il dit une autre. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce leader politique? C'est bien noté, mon cher Fulbert Yao. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, c'est Aïssatou Diallo de la radio La Voix de la Diaspora. J'ai 2 questions qui s'adressent à vous.
La première, c'est de savoir, selon vous, quelles sont les conditions pour une élection libre, transparente, démocratique en Côte d'Ivoire en 2025. Et la seconde, c'est de savoir quel est votre message pour la paix en cette période électorale. Merci. Merci Aïssatou Diallo. Bonsoir, Monsieur le ministre d'État et porte-parole. Je suis Guillaume Nguetia du quotidien Le Matin. Monsieur le porte-parole, il y a quelques jours, un militant de votre parti, le RHDP, vivant en France, a tenu des propos rappelant les violences électorales de 2011. En outre, on entend ci et là plusieurs propos tendant à faire planer des menaces sur la prochaine élection présidentielle. Un commentaire de votre part. Merci, mon cher Guillaume Nguetia. Je fais un petit résumé quand même. Nous avons eu M. Yapi qui a posé la question concernant l'intervention des évêques sur les questions d'inclusivité. Il a aussi posé la préoccupation du prix, du commentaire qu'on pourrait faire sur le prix du cacao, qui est passé à 2200, le prix du kilo. Nous avons eu M. Fulbert Yao, qui a rappelé les propos de M. Thiam en ce qui concerne l'espérance de vie et le nombre quotidien de décès selon lui. Nous avons eu Mme Aïssatou Diallo, qui a posé des questions et surtout qui a demandé votre commentaire sur les conditions pour une élection libre et quel était votre message pour la paix, je crois, en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu M. Guillaume Nguetia du Matin qui est revenu sur les propos d'un militant. Voilà. Donc, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le porte-parole principal, je vous soumets à cet exercice. Merci. Le premier intervenant a parlé des évêques qui ont fait un communiqué à l'occasion duquel ils ont souhaité que l'élection en Côte d'Ivoire soit une élection démocratique, inclusive et autre. Et dans votre intervention, vous avez mis l'accent sur la notion d'inclusivité. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que les évêques ont dit, mais il ne faudrait pas faire des amalgames. L'inclusivité n'est pas par rapport à des individus. Nous avons vu au Sénégal ce qui s'est passé, puisque les gens aiment prendre des exemples du Sénégal. Nous avons vu Sanko, qui était le candidat le plus redoutable et le plus redouté lors des élections présidentielles, mais en raison des difficultés qu'il connaissait et qui ne lui permettaient pas d'être candidat, il a choisi un autre candidat, donc une candidature de substitution. Et vous avez vu que son candidat qu'il a choisi a bel et bien gagné. Ce que nous demandons au parti, c'est de ne pas nous priver d'une élection inclusive, parce que nous, notre souhait, c'est qu'il y ait une élection inclusive, mais qui s'étende à tous les partis. Maintenant, s'il y a des partis qui sont focalisés sur des individualités qui empêchent que leur parti ait des candidats, c'est ceux-là qui vont nous priver de cette inclusivité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons savoir que tous, autant que nous sommes
avec nos partis, nous avons des candidats. Notre candidat va se prêter aux mêmes exigences. Les critères qui vont s'appliquer aux autres candidats vont s'appliquer à lui. Et il ne nous appartient pas, nous, de dire qu'un tel doit être candidat au détriment de tel autre. Il y a des institutions qui sont établies et qui décident de qui peut être candidat et qui ne peut pas être candidat. Donc, de grâce, ne focalisez pas les débats sur des individualités. Si vous êtes un parti, et d'ailleurs au Sénégal, on a vu que tous les partis avaient présenté des candidats. En tout cas, les partis qui l'ont souhaité. En Côte d'Ivoire aussi, nous souhaitons que tous les partis aient des candidats. C'est de cette façon que nous voyons la notion d'inclusivité. Voilà ce que je puis dire pour cette question. Vous avez parlé du prix du café, du cacao. Le café, lui, il est resté à 1500 francs le kilogramme, puisque en la matière, il n'y a pas de campagne intermédiaire. Mais pour ce qui est du cacao, à l'occasion donc de cette campagne intermédiaire, le président de la République, suite aux décisions qui ont été, donc aux débats qui ont eu lieu au cours de la fixation du prix du kilogramme de cacao, a décidé qu'on aille au-delà du prix fixé lors de la campagne principale. Et aujourd'hui, ce sont plus de 400 francs CFA qui s'ajoutent. Je crois que vous avez posé la question de savoir est-ce que cela va courir jusqu'à quand. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question aussi que l'assurance maladie universelle qui vient d'être prise en compte par l'État de Côte d'Ivoire pour les producteurs de cacao va courir jusqu'à quand? J'ai dit, bon, ça va courir jusqu'à ce que, en tout cas, tant que nous sommes au pouvoir, ça va toujours courir. Puisque et peut-être même connaître une embellie, puisque c'est la décision d'un gouvernement. Et donc, tant que nous sommes là, la préoccupation du président sera toujours d'être le défenseur des producteurs. Et il le fait si bien. Les gens aiment faire des comparaisons. Bon, on a souvent dit non, le Ghana, mais le Ghana a décidé de ne même pas fixer le prix de kilogramme de cacao lors de cette campagne intermédiaire, donc est resté à 1860 francs. Mais nous sommes allés à 2200 francs. J'espère que les gens, s'ils sont de bonne foi, ils vont tenir compte de cela pour ne pas chaque fois attaquer inutilement. Vous avez parlé également du jeune, je crois, qui se réclamait du RHDP et qui avait tenu des propos de haine. Ce jeune, certainement, a voulu réagir par rapport aux attaques perpétrées par l'opposition. Mais vous avez vu que les militants RHDP de France ont aussitôt réagi en pondant un communiqué pour condamner le discours de haine. Et c'est cela qui fait la différence entre le RHDP et les autres partis. On a vu des cyberactivistes qui ont perpétré des menaces, qui ont proféré des injures à l'endroit
de nous, nos responsables, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Au contraire, on a vu des meetings de certains responsables politiques de haut niveau au cours desquels ils ont apporté leur soutien à ces jeunes-là. Ce que nous leur demandons de faire, c'est de réagir comme nous. Lorsqu'il y a des brebis galeuses en leur sein, il faut qu'ils aient le courage de les dénoncer et de les condamner. Mais soyez rassurés, nous sommes un parti de paix. Nous n'allons pas opposer à des menaces, d'autres menaces. Nous opposons à des menaces la notion de sensibilisation, la notion de paix, parce que nous sommes un parti de paix. Vous avez parlé également des élections avec les tricheries. L'opposition dit que la liste comporte des étrangers. On a entendu toutes sortes de choses, hein, des morts qui y figurent. Lorsque sur une liste électorale, on constate qu'il y a des morts, mais la moindre des choses, c'est d'aller voir la commission électorale indépendante pour porter à sa connaissance toutes ces personnes qui figurent sur la liste et qui n'y ont pas droit. C'est de cette seule façon qu'on peut les extirper de la liste. Mais vous ne pouvez pas crier alors que vous savez très bien que des possibilités sont données pour rayer de la liste ces personnes-là. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses parce qu'il y a des noms d'étrangers, mais souvent vous pensez que des gens, quand je prends le cas, je n'indexe personne, mais quand vous voyez Placide Zungrana sur une liste électorale, d'office vous allez penser qu'il est d'un autre pays, parce que ce nom tire sa source d'un pays que nous connaissons, alors qu'en réalité, il est ivoirien. Si vous voyez un Adjiman sur une liste électorale, vous pouvez penser que c'est un Ghanéen, alors qu'il est ivoirien. De la même façon, si vous voyez un Thiam sur une liste électorale, d'office, vous allez penser que c'est un Sénégalais. Et peut-être que c'est un Ivoirien. Donc, on ne tient pas compte. Ne tenez pas compte. Justement, M. Thiam, à l'occasion de l'interview que TV5 lui a accordée, il a parlé de l'espérance de vie de la Côte d'Ivoire, qui n'a rien à voir avec celle du Sénégal. Mais je crois que M. Thiam parle beaucoup ces temps-ci, mais il ne connaît pas bien la Côte d'Ivoire. Pendant 23 ans, il était absent de la Côte d'Ivoire. Certainement qu'il connaît mieux le Sénégal que la Côte d'Ivoire, mais ce que je puis dire, puisqu'il a fait la comparaison entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais je vais lui demander de revoir sa copie et il se rendra bien compte que les chiffres qu'il donne n'ont rien à voir avec la réalité. Et je crois que le ministre, tout à l'heure, viendra donner la réponse escomptée. La voix de la diaspora qui parle de quand est-ce qu'on parle d'élections démocratiques où il y a la paix, mais c'est quand effectivement les élections sont démocratiques et où quand il y a la paix, quand les élections ne sont pas émaillées d'irrégularités, quand tout s'est bien passé, quand le perdant reconnaît qu'il a perdu et que celui qui a perdu appelle le gagnant pour le féliciter. Évidemment, si à l'occasion des élections, on voit des gens aller déchirer des résultats, ça ne peut que susciter
la peur partout et des conflits à n'en plus finir. Donc je puis vous dire que nous, au niveau du RHDP, notre objectif, c'est d'aller à des élections transparentes, à des élections où nous demandons à nos militants d'observer la liberté des uns des autres et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit à l'occasion de ces élections. Les agitations et accusations du PDCI, moi je pense que c'est bien le reflet d'une panique et d'un manque de sérénité. Sinon, quand on est serein, on ne doit pas être emporté n'importe comment. Il faut se concentrer sur son sujet. Et c'est ce qu'au niveau du RHDP nous faisons. Nous sommes venus ici, nous n'avons attaqué personne. Vous avez vu que nous avons parlé du bilan de notre chef, du bilan de notre parti. Et ce que nous demandons que les autres fassent, c'est de venir dire à la face des Ivoiriens que voilà ce que nous entendons faire si d'aventure nous sommes au pouvoir. Ce n'est pas d'ameuter les gens, de demander aux gens de sortir. Vous avez parlé des menaces et autres de certains partis, mais on sait très bien que chaque parti a quelque chose qui est collé sur lui. Quand vous prenez un parti dont je ne vais pas donner le nom, à l'époque, sous le président Oufoué, on sait quel est le parti qui a fait intervenir la notion de violence dans notre démocratie. Bon, après, on a vu des jeunes qui ont décidé donc d'insulter des gens qui les ont faits, et on a vu ça dans ce pays il n'y a pas longtemps. Ces personnes qui attaquent, donc proférer des menaces, des insultes, on connaît quel est le parti qui le fait. Bon, ces temps-ci, on voit également qu'il y a un responsable de parti dont, lui, le succès, c'est le mensonge. Alors, donc, je n'ai pas cité de nom, mais je crois que si vous faites bien, vous allez comprendre. Et on sait aussi quel est le parti qui, aujourd'hui, travaille pour le bien-être des Ivoiriens, qui développe la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai cité 4 partis, à vous de faire les déductions. Alors, merci, Monsieur le ministre. Je voudrais, Monsieur le ministre d'État, à votre suite, donner quelques éléments de précision. Le président du PDCI, donc sur les médias, a l'habitude de dire que lui, il est un praticien de l'économie. Il a même donné des images. Il considère qu'il y a certains qui sont des spectateurs ou des commentateurs, et il y en a qui sont des joueurs sur le terrain, qui sont des praticiens. Je pense qu'il y a une confusion des rôles. Il sait commenter les chiffres. Et il se contente donc de commenter les chiffres. Et souvent de façon superficielle, sans aller forcément en profondeur. On a vu le cas avec l'IDH. Aujourd'hui, c'est sur l'espérance de vie. Alors, je vais faire l'exercice avec vous, parce que les données sur l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, qui, en fonction donc des différentes sources officielles, que cela donc émane donc des institutions internationales, des données statistiques au niveau national, montrent que nous avions, donc, quand le président Ouattara partait donc, des affaires en 1993, une espérance de vie qui tournait autour donc, de 51,93 ans. Lorsque M. Thiam, ministre du Plan, rentre au gouvernement, l'espérance de vie avait chuté, donc en 1998. Selon les statistiques, nous sommes entre 49
et 51%. Mais je prends le chiffre le plus élevé, 51,11%, alors que sous le président Ouattara, quand il partait, on était à 51,93%. Un an après, quand M. Thiam quitte le gouvernement avec le PDCI, l'espérance de vie chute. Selon les chiffres, nous sommes pour certaines statistiques, à 49,6% et pour d'autres statistiques, nous sommes à 50,96%. Donc voici la réalité de l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, qui a chuté de 1993 à 1999 et qui a chuté entre le plus intelligent, premier en mathématiques, qui était ministre du Plan, et donc qui est à la base de tous les prouesses économiques de notre pays. Mais sous donc, son règne, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire a chuté en un an lorsqu'il est rentré donc, au gouvernement. Et puis, l'espérance de vie a commencé à remonter. Lorsque le président Laurent Gbagbo est arrivé, la Côte d'Ivoire, en 10 ans, a gagné 3 ans. Mais sous le président Alassane Ouattara, en 10 ans, nous avons gagné 10 ans en plus. Donc l'espérance de vie en Côte d'Ivoire a augmenté. C'est-à-dire que lorsque le président Ouattara arrive aux affaires, jusqu'aux dernières statistiques, l'espérance de vie a augmenté donc de 10 ans. En 2021, nous étions à 62 ans. Et selon donc les projections, pour 2025, les projections, puisque les consolidations sont en train de se faire, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire devait tourner autour de 64 ou de 66 à 70 ans. Mais on attend d'avoir les données consolidées. Donc, venir dire que l'espérance de vie en Côte d'Ivoire est catastrophique, sans avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que soi-même, malgré toutes nos performances, soi-même, malgré toute l'intelligence qu'on a, on a fait reculer l'intelligence de vie parce qu'on était ministre donc du Plan. Et que sous le président Alassane Ouattara, l'espérance, entre le moment où il arrive aux affaires et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire gagne 10 ans d'espérance de vie. Là où, sous le régime auquel on appartenait en tant que ministre du Plan, l'espérance de vie a chuté, pour moi, ce n'est pas honnête. Deuxième élément, comparaison n'est pas raison. On compare la Côte d'Ivoire au Sénégal. Le Sénégal, c'est plusieurs décennies de stabilité. Parce que tous ces chiffres, je dis l'analyse des chiffres, doivent tenir compte des réalités, du contexte, etc. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a connu une décennie de crise entre 2000 et 2010. Tout le monde sait que pendant cette décennie de crise, le système sanitaire de la Côte d'Ivoire était complètement détruit. Tout le monde sait que dans une grande partie du pays, il n'y avait plus de centres de santé, etc. Il n'y avait plus d'administration. Tout le monde sait qu'en 2010, nous avons eu une crise sans précédent qui a abouti à une crise sanitaire, sociale, avec plus de 3000 morts. Et qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un comme Alassane Ouattara pour reconstruire tout ça. Non seulement il devait remettre les choses à niveau, mais il devait nous faire évoluer. Donc on peut mesurer l'importance, l'impact de ce que le président Ouattara a fait au regard de la situation désastreuse dans laquelle il a trouvé donc le pays. Ce n'est pas la même situation désastreuse dans laquelle le champion, toute catégorie, avait trouvé le pays en 1998 lorsqu'il rentrait au gouvernement. Puisqu'il dit lui-même, il aurait fait la dévaluation qui a permis d'avoir une croissance exponentielle, qui a permis au pays d'avoir saisi cela. Je sais qu'il n'a pas fait, mais il dit qu'il a fait. Et donc je dis cela pour dire que ces chiffres, tout dépend de l'année. Il donne un chiffre, mais il faut contextualiser. Le chiffre, c'est en quelle année? Ce chiffre n'est pas conforme avec les dernières données que nous avons avec la réalité. Et l'autre réalité, c'est que le président Ouattara est celui qui aura fait plus évoluer donc, les données en termes d'espérance de vie en faisant gagner 10 ans donc, aux Ivoiriens. Et ensuite, le Sénégal n'a pas connu de graves crises telles que la Côte d'Ivoire a connues. Et si nous persistons dans cette dynamique de stabilité, c'est tout l'enjeu, monsieur le ministre, pour ce que vous dites. Si on persiste dans cette dynamique de stabilité, selon les projections des institutions internationales, cette année 2025, la Côte d'Ivoire devait osciller entre 66% et 70%. C'est-à-dire qu'on aura gagné encore beaucoup plus d'années en termes d'espérance de vie. C'est pour cela qu'il faut qu'ils nous aident
à maintenir ce pays dans la stabilité. Et non aller sur les chaînes étrangères pour aller prédire le chaos. Il n'y aura pas de chaos. Il n'y aura pas de chaos. On a été surpris en 2020, on ne sera pas surpris en 2025. À bon entendeur, salut. Monsieur le ministre, je vais terminer parce qu'il dit qu'il a un programme et qu'il y a 400 personnes qui sont en train de travailler donc, sur ce programme. D'ailleurs, on ne veut pas diffuser ce programme, etc. Comment pouvez-vous imaginer que vous travaillez, d'abord, le chiffre, il faut toujours vérifier les chiffres, hein, parce qu'on est beaucoup dans l'enfumage. On allait faire un congrès, donc on allait faire un congrès à Yamoussoukro, congrès pour élire le président du PDCI. On dit avoir réuni 4000 délégués donc, à la fondation de Yamoussoukro, et les 4000 délégués ont voté, mais reprenez les images, la salle n'était pas pleine. Je rappelle qu'à Yamoussoukro, la salle, c'est 1990 places. Bon, mais c'est un chiffre qui a été vendu, qui a été admis par les médias, par tout le monde. 4000 délégués réunis dans la salle. Regardez les images, donc ce jour-là, la salle n'était pas pleine, mais la capacité de cette salle, c'est 1990 places. Donc, quand on dit qu'on a 400 et les 400 experts qui travaillent, il faut faire très attention. Mais comment on peut imaginer qu'on a autant d'experts qui travaillent sur un programme et puis nous, on ne sait pas quel est ce programme? Mais je peux vous dire qu'on a le programme. Certains qui y travaillent nous ont donné quelques éléments. Et je peux vous dire que ce programme, c'est beaucoup de théories qui ne collent pas forcément aux réalités, mais on attend. On attend. Le débat aura lieu, et c'est ça le principe du jeu démocratique. Qu'on nous challenge en disant ce qu'on peut faire de mieux que nous, et que nous puissions aussi donc dire les insuffisances donc, de ce qui est proposé, et sur la base donc de la réalité de ce que nous faisons, que nous puissions dire en quoi est-ce que les Ivoiriens doivent nous faire encore confiance donc, pour quelques années. Donc, monsieur le ministre, je ne vais pas être long, c'est vraiment cette contribution que j'ai voulu apporter sur l'expérience de vie. Ce qui est dit est faux, nous avons évolué. La Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal n'a pas connu de guerre, n'a pas connu de crise, mais en dépit de la situation désastreuse, chaotique dans laquelle nous étions, le président Ouattara a permis à la Côte d'Ivoire de gagner 10 ans en termes d'espérance de vie, là où lui, en un an, ministre du Plan, la Côte d'Ivoire a reculé en termes d'espérance de vie. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre d'État, porte-parole principal. Merci, monsieur le ministre, porte-parole adjoint. Vos propos sont limpides et le RHDP reste le parti de la sérénité et de la tranquillité. Nous sommes à la deuxième étape de nos échanges. Nous allons donner l'opportunité à certains de nos amis journalistes de poser quelques questions. Vous vous présentez votre média et vous posez votre question. Bonsoir, messieurs les ministres. Adrien de Géorgie, correspondant du magazine Le Point et de Jeune Afrique. Je me permets de vous poser cette question au nom également de mes confrères et de mes consoeurs de la presse internationale, faisant suite aux quelques troubles et situations un peu tendues qu'on a pu voir ce matin devant le tribunal d'Abidjan. Certains membres du PDCI dénoncent des manœuvres du pouvoir en place qui instrumentaliserait la justice pour écarter la candidature de Tidiane Thiam. La question est simple, que leur répondez-vous aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci Adrien. Question suivante, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Hervé Caudion pour le journal Soir Info. Alors, des partis d'opposition ont relevé sur la liste électorale provisoire qui a été affichée 6 millions d'anomalies. On parle de fraude. Est-ce qu'au niveau du RHDP, des analyses ont été faites sur cette liste électorale? Si oui, qu'avez-vous relevé? Merci. Merci Hervé. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Manuel Zako pour le quotidien L'Avenir. Alors, vous avez exposé tout à l'heure les conditions salariales et de travail qui ont été améliorées sous le magistère du président Ouattara. Alors, un groupe d'enseignants envisage d'entrer en grève. Quel commentaire faites-vous?
Merci Emmanuel. Bonsoir Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, Venant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Moi, je souhaiterais revenir sur les propos du ministre d'État Adjoumani qui disait tout à l'heure qu'il est parfaitement d'accord avec les évêques qui réclament des élections inclusives, démocratiques, apaisées, mais que cette inclusivité ne se limite pas à une sorte d'individualité. Et vous avez cité le cas du Sénégal, en citant un exemple, M. Sonko, qui a désigné l'actuel président du Sénégal, Bachirou. Seriez-vous en train d'inviter à la fois le PDCI et le PPACI à désigner d'éventuels successeurs, sinon des personnes qui vont substituer leurs candidats naturels que sont Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, étant donné que ces derniers-là ont des déboires judiciaires? Merci. Merci Venance. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Je les récapitule rapidement. Adrien de Georgie avait posé la question des troubles devant le tribunal d'Abidjan ce matin et la possibilité qu'il y a d'instrumentaliser la justice. Serait-ce une instrumentalisation de la justice? Hervé Cotillon a rappelé que l'opposition, je pense, certaines personnes évoquent 6 millions d'anomalies sur la liste électorale. Quel serait l'avis du RHDP? Le RHDP aurait-il aussi relevé des anomalies ou des fraudes? Et donc, quel est le commentaire du RHDP? Zako Emmanuel est revenu sur la grève des enseignants qui semble se profiler à l'horizon, et Venant Saka est revenu sur le communiqué des évêques et l'intervention du ministre d'État. Et il demandait si c'était une manière d'inviter le PDCI et le PPACI à renoncer à leur candidat naturel. Monsieur le ministre d'État, je vais vous inviter à ce pupitre, s'il vous plaît. Le premier intervenant a parlé des troubles devant le tribunal. Et pour lui, tout ce qui est en train de se passer est imputable au RHDP. Bon, le RHDP a le dos large, donc il supporte tout. Nous sommes comme une poubelle. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des ordures, vous allez jeter les ordures dans la poubelle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque les ordures pourrissent, que vous y plantez du maïs, vous voyez comment ça donne bien. Vous voyez comment ça donne bien. Sinon, dans cette affaire de justice, où est la place du RHDP? Ce sont des militants du PDCI qui attaquent la direction de leur parti sous le prétexte qu'ils sont abusivement exclus du parti, alors que pour eux, leur président qui a été élu l'a été sur des bases fausses. Mais c'est un problème à régler entre militants. Lorsque vous voulez diriger un pays, qu'il y a des crises internes, vous devez vous acharner à les régler d'abord et non à accuser les autres. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la diversion que les gens sont en train de faire. Tous ont peur du RHDP et pour peu qu'il y ait des problèmes au sein d'un parti, c'est le RHDP. Mais nous, nous acceptons cela parce que nous sommes patients. Et il faut pouvoir distinguer le vrai de l'ivraie. Nous sommes dans le vrai. Sinon, comment comprendre par rapport à la deuxième question qu'on dise qu'il y a eu 6 millions d'anomalies alors qu'on vient de présenter
la liste électorale et on y détecte 6 millions d'anomalies. Pourtant, on a fait savoir que ce sont plus de 700 000 nouveaux inscrits. Cela veut dire que les anciens, c'est-à-dire nous qui avions voté pendant longtemps, moi je ne suis pas allé là-bas, vous allez voir peut-être qu'il y a des anomalies, parce que la nouvelle carte d'identité qui a servi, dont je me suis servi pour mon inscription sur le listing électoral, il n'y avait pas la mention du nom de mon père ni de ma mère. Alors donc, on va dire que Adjumani est inscrit sur la liste électorale, mais il n'y a pas droit. Alors que depuis 1995, je suis élu député sans discontinuité jusqu'à maintenant. Vous voyez, les gens sont de mauvaise foi. Mais si vous avez donc des anomalies, et vous dites, est-ce que le RHDP a détecté des anomalies? Et nous sommes un parti responsable. Nous savons comment ça fonctionne. Ce sont les tonneaux vides qui bavardent. Lorsque nous faisons des analyses que nous détectons au sein de cette liste des anomalies, nous les portons à la connaissance de l'organe en charge de gérer le contentieux. Mais nous n'allons pas bavarder, réunir des journalistes pour dire on a détecté, on a détecté. Alors que vous savez où partir pour aller dénoncer cela. Donc c'est du bavardage inutile. Et donc au RHDP, nous sommes un parti responsable. On a des experts qui sont en train de travailler sur la liste. S'il y a des anomalies, ce n'est pas à la place publique que nous allons les porter, c'est devant la commission en charge de gérer ces dossiers-là que nous allons porter les anomalies. Vous dites que tout à l'heure, j'ai parlé des conditions de vie des Ivoiriens qui connaissent une embellie alors qu'il y a des enseignants qui sont en grève. Bon, vous avez vu aussi que des enseignants se sont désolidarisés de cette grève. Et ils ont pris la parole pour dire qu'ils ne sont pas concernés par ce qui se passe parce qu'ils savent les efforts que l'État de Côte d'Ivoire fait pour leur permettre de bien paraître. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette question. Dans tous les cas, le président Alassane Ouattara a toujours écouté ses enfants. Ce n'est pas en faisant des grèves qu'on va trouver la solution à son problème. Et Madame la ministre d'État en charge de la gestion de ce dossier, là-dessus, a fait savoir que c'est à l'occasion du dialogue qu'on peut trouver de compromis, mais ce n'est pas en bravant l'autorité de l'État qu'on va le faire. Mais dans tous les cas, soyez rassurés, nous veillons au grain, et nous n'allons pas laisser la chienlit s'installer au niveau de notre pays. Le pays est beau, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire, et donc nous n'allons pas accepter qu'il y ait des gens qui viennent saper donc, cette cohésion que nous avons au sein de la Côte d'Ivoire. Bon, tout à l'heure, certainement, le ministre va répondre à la dernière question parlant de l'inclusivité et où j'ai donné le cas du Sénégal. Là, je vous laisse régler le cas du Sénégal dont j'ai parlé. Mais je voudrais quand même faire savoir à celui qui a posé la question qu'en Côte d'Ivoire, tu sais, les faits sont têtus et l'histoire est récente. En 2000, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire où nous avons eu des candidats dont les dossiers ont été rejetés, qui ont même fait appel
et qui n'ont pas trouvé d'issue favorable. Donc les faits sont là, têtus. On ne peut pas les occulter. Le président Bédié était candidat. Tous les candidats du PDCI qu'on avait proposés, les 5 candidats, on a dit, bon, dans tous les cas, comme c'est le PDCI, à l'époque, on était quand même bien en vogue. Et on disait que aujourd'hui, là, si vous prenez même, quel que soit le candidat que vous allez prendre, certainement qu'il va gagner. Donc, faites en sorte qu'il n'y ait pas de candidat. Ça veut dire quoi? Non seulement on a défendu à des individus, parce que le parti avait son candidat. On a rejeté sa candidature. Il y a eu des individualités du parti qui se sont affichées. On a refusé. Donc cette élection-là, elle n'est pas inclusive ni pour le parti, ni pour les partis, ni aussi pour les individus. Or, ce que moi j'ai dit ici, j'ai fait une avancée notable. J'ai dit l'exclusivité. L'inclusivité n'est pas propre à des individus. Mais nous souhaitons que tous les partis aient leur candidat, peu importe leur candidat. Sinon, moi, je n'ai pas peur. On a déjà joué un premier match à l'époque et on a vu les vainqueurs. Alors aujourd'hui, où on est bien assis et où nous sommes un parti répandu sur l'ensemble du territoire national et où on a des dinosaures partout dans les régions, ce n'est pas en ce moment-là que nous, on va avoir peur de feuilles mortes. Voilà, ça, il faut le dire. Nous n'avons pas peur des autres candidats, mais nous ne pouvons pas nous substituer à la commission électorale indépendante pour savoir qui va être candidat, qui ne va pas être candidat. Mais tenez compte du fait que déjà, en Côte d'Ivoire ici, il y a eu des partis qui ont subi l'injustice. On a dit, bon, même si vous ne voulez pas de notre candidat naturel, vous avez parlé de candidat naturel, le PDCI a son candidat naturel, le PPAC, mais nous, à l'époque, on avait nos candidats naturels. Le président Alassane Ouattara était le candidat naturel du RDR, Bédié était le candidat naturel du PDCI, mais on les a écartés. On a dit, bon, même si ce n'est pas le cas, on a voulu faire comme au Sénégal, pour dire, même si vous ne voulez pas de nos candidats naturels, on va présenter des candidats, bon, je ne sais pas, on va dire surnaturels ou quoi. On va présenter quand même des candidats. On les a présentés et on les a tous éliminés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie, là, c'est maintenant, on la vit. Nous, on ne peut pas demander à des partis de ne pas être candidats. D'ailleurs, nous, on n'a pas le droit. Nous-mêmes, nous allons être candidats. Et on ne sait pas à quelle sauce nous allons être mangés. Donc, nous ne pouvons pas manger les autres avec des sauces différentes. Bon, je donne la parole à l'éléphanto. À l'éléphanto. Non, merci, monsieur le ministre d'État. Moi, je voulais qu'on retienne une chose, et vous avez bien résumé, hein, le RHDP est devenu aujourd'hui le souffre-douleur de certains partis de l'opposition. On est devenu aujourd'hui le bouc émissaire de certains partis de l'opposition. Au lieu de gérer leurs contradictions internes, leurs problèmes internes, on cherche des échappatoires en essayant donc de faire porter la responsabilité donc, au RHDP, alors qu'il y a des problèmes de fond en interne qu'il faut régler. D'ailleurs, nous-mêmes, au niveau du RHDP, lorsque nous gérons nos préoccupations, on ne cherche pas à trouver donc, des boucs émissaires en dehors du RHDP. Donc ça, c'est vraiment ce que je l'ai dit pour appuyer ce que le ministre a dit. Deuxièmement, nous avons des positions de principe. Regardez notre gouvernance ces 15 dernières années. Le RHDP a toujours affirmé des positions de principe.
D'abord, nous ne nous mêlons pas des questions de justice, parce que nous considérons que nous sommes dans un état de droit. Nous refusons même de commenter les décisions de justice, quelles qu'elles soient. Et donc, pourquoi vouloir voir notre main partout? Et comme le ministre l'a dit, là où il s'agit donc de militants, de partis politiques constitués conformément à la loi, qui utilisent la loi pour gérer des contestations en interne. Et j'essaie donc de regarder, monsieur le ministre, puisque vous étiez aussi au PDCI, et ce n'est pas la première fois. À l'époque, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a Jérôme Nguessan, alors que le président Bédié était président du PDCI, qui a eu recours à la justice contre un bureau politique qui devait être organisé donc, par donc le président Rekona Bédié. Mais on n'a pas à l'époque que c'était ceci, c'était cela. Et donc, on n'a rien à voir avec, vraiment, qui nous laisse en dehors de leur turpitude. Nous, on est concentrés, on est sur le terrain, on veut consolider notre présence sur le terrain et on veut gagner ces élections, quel que soit le candidat qui est en face de nous. On n'a pas le temps d'aller chercher à tripatrouiller ou à nous immiscer dans un parti politique dont le candidat ne nous fait pas peur. Quelqu'un même qui fait un aveu devant le monde entier pour dire qu'en 2 ans de présence sur le terrain, il a visité 10 villes de Côte d'Ivoire sur 201 communes. C'est sur TV5 qu'il a dit. Donc, en 2 ans, on n'a visité que 10 villes en Côte d'Ivoire sur 201 communes en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ce candidat peut nous faire peur à une élection présidentielle? Donc, on n'a rien à voir avec, on ne veut rien avoir avec, qu'ils gèrent leurs problèmes. Quand ils auront désigné un candidat, nous sommes là, prêts à battre donc, le candidat qu'ils auront désigné. Ensuite, sur l'inclusivité, je vais appuyer un peu ce que le ministre a dit. En réalité, est-ce qu'une élection inclusive, parce qu'on a des leaders forts qui participent à cette élection, ou une élection inclusive parce qu'on a des partis politiques qui sont l'émanation d'une partie de l'opinion publique qui participe à cette élection? Ce que le ministre a voulu dire, c'est que si on part sur la base des individus, donc on aurait pu dire au Sénégal, Ousmane Sonko, le Premier ministre, qui est le leader charismatique de l'opposition, qui incarnait donc, le changement, etc., Ousmane Sonko n'ayant pas pu être candidat parce qu'empêché par la loi, on aurait pu dire que les élections au Sénégal n'ont pas été inclusives parce que Ousmane Sonko n'a pas participé. Mais si on regarde les partis politiques où le parti d'Ousmane Sonko a participé au débat démocratique, a présenté un projet, a présenté un candidat, on dit oui, les élections étaient inclusives parce que tous ceux qui se reconnaissaient dans ce parti ont eu l'opportunité d'aller aux élections et voter un programme, un projet, etc. Il faut ramener ça au débat ivoirien. Nous, en 2020, Amadou Gon était notre candidat à l'élection présidentielle. Dieu l'a rappelé auprès de lui, mais on ne s'est pas assis pour dire non, c'est terminé. Le parti a trouvé donc les mécanismes en interne. On a eu un autre candidat qui s'appelait donc Alassane Ouattara. Parce qu'il y avait un obstacle. Le candidat qu'on avait désigné n'a pas pu aller aux élections parce qu'il est décédé. Je vais rappeler aussi que dans tous nos partis politiques, à l'occasion des élections locales, législatives, municipales, il s'est avéré qu'il y avait des gens qui étaient désignés pour être les candidats du parti et pour une raison ou une autre n'ont pas pu être les candidats du parti, soit parce qu'ils finalement ils ne remplissaient pas les conditions, etc. Mais ils ont été changés par d'autres personnes qui étaient les candidats donc, du parti. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, Didier Madi, en 2018, devait être le candidat du RHDP aux élections du conseil régional. Lorsque Didier Madi donc, a refusé à quelques 2-3 jours de la clôture des dossiers d'être le candidat du RHDP, on a cherché Babo Daré pour remplacer Didier Madi. Donc la démocratie, c'est ça, c'est le respect des règles, c'est la capacité que nos partis politiques ont d'avoir des personnes de ressources en interne et de trouver des moyens de substitution. Alassane Ouattara est notre candidat à l'élection présidentielle, mais il est un candidat comme tout le monde. Il est président de la République, mais il est un citoyen comme tout le monde. Et donc, on a entendu le PPAC dire qu'ils vont faire un recours contre Alassane Ouattara sur la liste électorale pour ne pas qu'il soit sur la liste électorale. Mais la loi leur permet de faire ce recours contre Alassane Ouattara. Si par extraordinaire, comment on appelle ça, non pas le Conseil constitutionnel, si par extraordinaire la CEI donnait droit à la requête donc, du PPACI et que Alassane Ouattara était extrait de la liste électorale, mais on va trouver un candidat qui va porter donc, le chapeau donc, du RHGP. J'ai dit, mais c'est pas extraordinaire. Mais nous serons là pour démontrer qu'il a le droit d'être sur la liste électorale. D'ailleurs, en 2015, il y a eu un recours d'Essi Amara contre Alassane Ouattara. En 2020, il y a eu un recours d'Henri Kona Bédié et d'Afin Nguessan et autres contre Alassane Ouattara. Je veux rappeler aussi qu'en 2020, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a fait que le président Bédié n'a pas pu être candidat.
Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a fait que Afin Guesséne n'a pas pu être candidat. Leur candidature avait été acceptée par le Conseil constitutionnel, mais ils ont décidé de façon délibérée de ne pas participer aux élections. C'est pour ça que le ministre dit qu'il ne faudrait pas que ces leaders privent les Ivoiriens d'élections inclusives. Parce qu'ils peuvent décider, eux, de priver les Ivoiriens d'élections inclusives. Donc, élections inclusives conformément à la loi et à l'état de droit, comme ça se fait partout dans le monde. Je vous remercie. C'est ça. Ok, chers amis de la presse, chers amis professionnels des médias, nous sommes au terme de notre rendez-vous, mais je vais inviter ici Monsieur le ministre d'État pour le mot de fin. Monsieur le ministre d'État, s'il vous plaît. En réalité, tout a été déjà dit, mais je voudrais encore une fois vous remercier, tous les cadres qui, à l'occasion de ces rendez-vous, abandonnent tout pour être avec nous. Il y a une assiduité vraiment qui ne dit pas son nom, surtout avec notre maman, Madame Ewi, qui est toujours là, tous les cadres également. J'en vois qui sont vraiment assidus à ces rencontres. Et puis les jeunes qui font le déplacement. Angélique, merci beaucoup. Pour tout dire, au RHDP, nous sommes sereins. Nous sommes sereins et quelles que soient les attaques, quelles que soient les menaces, nous demeurons sereins. Seulement ce que je voudrais demander aux autres, c'est qu'il ne faudrait pas allumer le feu et vouloir fuir le feu. Cette année, il ne sera pas question d'allumer le feu et de se déguiser pour sortir de la Côte d'Ivoire parce que nous veillons au gré. Personne ne va sortir. D'ordinaire, quand on voit les femmes, on dit non, c'est une femme, il faut la laisser. Mais on va non seulement fouiller les hommes, mais on va fouiller les femmes aussi. Merci. Merci à tous.